Bonjour à tous. Alors, bienvenue au workshop le parcours client 9.0. Je vais peut-être juste commencer par me présenter. Donc, je suis Élise Mazurel et je suis directrice marketing digital et innovation chez Klépierre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Klépierre, mais ce qui est certain, c'est que vous connaissez certainement un certain nombre de nos centres commerciaux, notamment en Île-de-France. Donc on est propriétaire et on opère les centres commerciaux par exemple de Saint-Lazare qui accueille chaque année plus de 130 millions de visiteurs. Pour en citer quelques-uns, les Passages aussi à Boulogne, Val d'Europe ou encore Créteil-Soleil qui lui accueille 21 millions de visiteurs par an, ce qui est donc colossal. Donc nous, évidemment, comme on est présent dans 16 pays en Europe, qu'on accueille près d'1 milliard de visiteurs par an, le parcours client est une préoccupation majeure, je dirais presque obsessionnelle, au quotidien pour l'ensemble de nos métiers. Et donc, il nous faut construire le parcours client de demain si on veut être à la hauteur des attentes de nos clients pour 2084. Alors, ça fonctionne. Donc, la première préoccupation des clients, et ça je pense que s'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord aujourd'hui, c'est que la seule préoccupation des clients, c'est de rechercher des émotions, des expériences époustouflantes, surprenantes, qui changent le quotidien. Et ça devient presque l'unique raison de venir visiter des lieux physiques. Fort de ces éléments-là, soit vous vous transformez, vous êtes créateur d'émotions, et ça devient notre rôle évidemment pour des centres commerciaux, soit vous sortez, vous devenez invisible, vous êtes out de l'univers de référence de vos clients. Donc l'émotion, et moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle quand on parle aujourd'hui tout le temps de digitalisation, de se dire que ça reste un enjeu majeur et que c'est la clé magique finalement d'une relation client créative et puissante et qui se réinvente en permanence. Et je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, c'est un speaker qui fait beaucoup de TEDx et qui a souvent des très justes mots. Et il dit notamment que when people are financially invested, they want a return, but when they are emotionally invested, they want to contribute. Et je pense qu'une relation client qui est construite de manière collaborative avec les clients, c'est bien plus puissant que n'importe quelle relation d'échange classique. Juste quelques chiffres pour illustrer ce propos. Aujourd'hui, c'est un vrai vecteur de réachat et c'est prouvé, l'émotion. Aujourd'hui, les clients qui ne sont pas du tout engagés émotionnellement avec une marque ont un taux de réachat de moins 18%. Quand les marques, à l'inverse, travaillent très bien cette dimension-là et qu'ils arrivent à engager leurs clients, on voit qu'on passe à plus 52%. Ça, c'est une étude très récente de la Harvard Business Review qui, je pense, est assez éclairante sur le sujet. Donc, notre rôle, finalement, en tant que centres commerciaux, c'est d'aller chercher le meilleur des deux mondes entre toute la fluidité, la personnalisation, la simplicité qu'apporte le digital, mais de ne jamais, jamais oublier la dimension émotionnelle qui crée le souvenir, qui ancre l'envie de revenir chez nos clients. Donc, on a une nouvelle signature chez Klépierre qui est Shop Meet Connect, qui vient évidemment expliciter notre ambition sur le parcours client, qui est finalement de travailler, de continuer à travailler notre ancrage local, parce que c'est ce que les gens recherchent, hein, même dans le chantier logistique qui était discuté juste avant, c'est un des éléments qui apparaissait très fortement, mais de travailler cette dimension-là avec nos communautés et de finalement enrichir le lien social qui réunit nos différentes communautés autour du centre commercial. Donc Shop Meet Connect, et évidemment, ça doit infuser l'ensemble du parcours client avant, pendant et après la visite dans nos centres. Maintenant qu'on a dit tout ça, il faut se pencher sur l'avenir. Donc 2084, c'est très ambitieux. Et pour ce faire, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on co-construise l'innovation avec un certain nombre de partenaires
Et je vous propose une petite vidéo pour illustrer le propos sur cette notion d'open innovation chez Klépierre. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, l'open innovation chez Klépierre, c'est d'abord un écosystème de partenaires. Donc, on est convaincu qu'on ne fera pas le parcours client de 2084 tout seul. On le fera évidemment avec nos clients B2B, donc nos retailers. On le fera avec nos partenaires tech. On le fera avec les communautés locales, parce qu'évidemment, on a un ancrage territorial fort. Avec les clients, et souvent, on leur demande leur avis avant de lancer des innovations servicielles, par exemple. Et les réseaux sociaux sont évidemment une formidable opportunité pour ça. Et les startups, parce que c'est elles aussi qui nous permettent de nous réinventer. Et on a deux autres partis pris majeurs sur l'open innovation chez Klépierre. C'est qu'on est convaincu qu'il ne faut pas créer de lab chez nous en interne. Mon équipe est chargée de coordonner, mais les personnes qui mettent en œuvre les solutions innovantes qu'on peut proposer, ce sont nos équipes dans les pays, dans les centres. On a identifié des ambassadeurs innovation et c'est eux qui sont en charge de développer ces innovations et de les mettre en œuvre localement. Pourquoi ? D'abord, ça permet de développer la curiosité interne et la capacité d'innovation en interne, mais aussi et surtout, c'est ce qui fait que les innovations derrière sont scalable, sont déployables en Europe, parce qu'elles ont été pensées sur le terrain et avec les contraintes du terrain. Donc ça, c'est un vrai sujet important, chez nous en tout cas. Ensuite, on a défini 9 verticales, 9 axes stratégiques pour imaginer le parcours client, d'où le parcours client 9.0. Donc il y a un chantier autour de tout ce qui est centre 100% connecté, un chantier autour de tout ce qui est RSE, évidemment, c'est un sujet fort. On a une grosse stratégie qu'on intitule Act for Good, qui est très centrée sur la responsabilité sociétale et environnementale. On a le chantier, évidemment, services innovants, nouvelle mobilité, ça nous impacte très fortement. La logistique, c'était le workshop juste avant, et il y a des vrais ponts à faire entre la logistique et les centres commerciaux, c'est certain. Le retailtainment, on ne peut pas parler d'émotion sans entertainment. Les nouveaux modes de travail, la sécurité, c'est un enjeu évidemment qui nous tient à cœur puisqu'on accueille beaucoup de monde dans nos centres chaque jour. Et les KPI, parce qu'on ne peut pas imaginer le parcours client de demain sans se repencher sur les indicateurs pour mesurer la satisfaction auprès de nos différents partenaires et de nos différentes parties prenantes autour de ce sujet. Alors, juste pour illustrer quelques-uns de ces chantiers, le premier étant le centre 100% connecté. Donc, c'est vraiment comment on travaille sur l'optimisation de la personnalisation tout au long du parcours client, mais aussi sur le consommateur augmenté. Et pour vous donner une illustration, on travaille par exemple avec une start-up qui s'appelle Vertus, qui est une start-up grenobloise, et qui a conçu une
Cabine assez futuriste, puisqu'elle permet de scanner en 3D les silhouettes de nos clients. Et ensuite, ils reçoivent sur leur mobile les tenues qui leur iront le mieux chez les retailers présents dans le centre. Donc ça peut être autour d'une thématique comme la petite robe noire ou des choses beaucoup plus généralistes. Et c'est un exemple plutôt très réussi de personnalisation très aboutie qui permet de générer du drive-to-store dans les magasins de nos retailers. Donc à la fois au service de nos clients B2C et de nos clients B2B. Un autre chantier dont je parlais tout à l'heure, c'est le chantier RSE. Donc ça, alors il y a plein de sujets à explorer derrière cette dimension-là. C'est à la fois, évidemment, imaginer des jardins potagers à côté ou sur les toits de nos centres. Ça permet évidemment de l'économie circulaire sur place, puisque les déchets alimentaires de nos restaurateurs sont recyclés en compost pour ces jardins potagers. Ça permet ensuite de revendre des légumes et des fruits qui ont poussé localement. Et enfin, ça permet de proposer à toutes les écoles environnantes de venir régulièrement mieux comprendre comment on cultive la terre, les légumes de saison, etc. Donc il y a une vertu aussi très sociétale, locale. Et un autre exemple, pour montrer que ça touche vraiment plein de sujets différents, c'est une start-up avec laquelle on travaille qui s'appelle Cycle Up et qui nous permet de recycler nos matériaux de construction. Parce qu'on fait beaucoup de rénovations, d'extensions dans nos centres. Et donc, beaucoup d'anciens matériaux étaient historiquement jetés. Et maintenant, on leur donne une seconde vie via cette start-up qui permet de revendre pour des plus petits chantiers des matériaux qui sont encore en bon état et qui méritent donc une deuxième vie. Un troisième sujet très important dans ce parcours client, les services. Alors on peut voir, pareil, ça touche à beaucoup de ramifications. Moi, ce que j'aime bien dans ce chantier-là, c'est qu'il n'est pas du tout que digital. C'est aussi comment on réinvente des nouveaux usages dans nos centres. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous voyez ce qu'il y a sur cette image. Je sais pas si... Eh bien, en fait, c'est un hôpital. C'est un hôpital qu'on a ouvert il y a une semaine dans un de nos gros centres portugais. Parce que aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les clients, c'est une multiplicité des usages dans nos centres. Et donc, on se doit de leur proposer notamment des services médicaux qui leur permettent de joindre, entre guillemets, l'utile à l'agréable et de pouvoir leur simplifier la vie. Et c'est intéressant de voir aussi, c'est une autre vertu, c'est que ça permet de repeupler aussi des zones qui ont été très désertées d'un point de vue médical. Aujourd'hui, les médecins aiment travailler ensemble. Ils n'aiment plus être... le traditionnel médecin de campagne est quand même moins en vogue. Et donc, ils aiment se retrouver ensemble dans des endroits. Et donc, on propose maintenant de les réunir dans des centres médicaux, dans nos centres. Et avec ce phénomène-là, ils sont prêts à revenir dans des régions qui étaient, depuis ces dernières années, plutôt désertées. Donc, encore une fois, une vertu de simplification du parcours et une vertu plus... sociétale de nos centres. Un autre axe évidemment clairement important, les nouvelles mobilités. On ne peut pas passer à côté et ça touche énormément d'industries. Évidemment la nôtre, puisque c'est la manière dont les clients arrivent chez nous. Donc ça nous amène à repenser évidemment tous nos parkings. On est en train de finaliser le plus grand parking de vélos dans un de nos centres en Hollande qui va accueillir 12 500 vélos. C'est s'adapter aussi aux spécificités locales. Et évidemment, on construit maintenant des parkings à trottinettes électriques de plus en plus, puisque vous en voyez fleurir partout dans Paris et dans beaucoup de villes aujourd'hui. Donc il faut évidemment qu'on s'adapte. C'est aussi comment repenser les mètres carrés dans les parkings, parce qu'avec la voiture autonome, il va y avoir on va avoir besoin de moins de place, parce qu'elles se gareront mieux qu'avec l'humain. Et donc, on va gagner pas mal de place sur les parkings. Et donc, c'est comment, demain, on réutilise ces mètres carrés qui vont devenir à nouveau disponibles sur nos parkings. Voilà le type de réflexion qu'on a sur le parcours client de demain. La logistique, alors ça, évidemment, c'est un énorme sujet aussi. Il y a eu donc le workshop juste avant. Notre conviction, c'est que comme on est un hub, qu'on réunit beaucoup de retailers, beaucoup de clients au même endroit, on peut être un vecteur de mutualisation au niveau de la logistique. Que ce soit en amont de la chaîne, donc quand les stocks arrivent chez nous,
On pourrait les mutualiser et permettre à nos retailers de faire des économies d'échelle, mais aussi en aval, où là, il y a un vrai sujet aussi, notamment sur l'unification des stocks entre le digital et le physique, qui est un sujet compliqué pour nos retailers. Et donc, nous, on peut être un vecteur de stockage et derrière, du coup, d'unification de ces stocks. Pour donner un exemple très concret, à Prague, on a un centre qui s'appelle Nowy Smirov. Et là-bas, on a une très grande boutique Sephora. Et Sephora a en plus pris des mètres carrés pour stocker tous les produits qui sont vendus en e-commerce à Prague. Donc là, typiquement, on devient aussi un hub logistique pour nos retailers sur la partie e-commerce. Le retailtainment, je disais, on ne peut pas parler d'émotion sans entertainment, bien sûr. Alors nous, on se fixe une exigence très forte de 2 événements par mois dans nos centres, qui peuvent être des choses très globales, mais aussi très locales, parce que les clients recherchent beaucoup cette dimension-là. Donc on peut accueillir, par exemple, le casting d'élite chez nous, mais on peut aussi accueillir des TEDx, de plus en plus. En Italie, on accueille des conférences TEDx régulièrement, et même devenir un musée. Et donc là, c'est une photo réalisée dans un de nos centres commerciaux, à Rome, en Italie, où on héberge un musée de fouilles archéologiques parce qu'ils ont trouvé un certain nombre d'objets juste à côté du centre. Et donc, on a créé ce musée dans le centre pour démocratiser finalement la culture et ces fouilles, et de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces fouilles archéologiques qui étaient sur notre site. Évidemment, on ne peut pas parler d'innovation sans parler de nouveaux modes de travail. Et alors, nous, ça a 2 verticales, je dirais, pour nous. La première, c'est que, évidemment, il faut qu'on repense les choses différemment en interne. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir cette approche de l'innovation très transversale et très décentralisée, pour que ça infuse justement en interne, avec des ambassadeurs innovation par pays et par centre. Mais ça a aussi des grosses implications sur l'offre et le produit qu'on propose avec nos centres aux clients. Évidemment, on parle beaucoup de l'arrivée du coworking, par exemple, etc. Donc ça, oui, c'est vrai. Mais on peut aller plus loin que ça. On est beaucoup en discussion en ce moment, par exemple, avec Simplon, que vous connaissez peut-être, qui est un réseau de fabriques solidaires qui propose des cours sur le numérique, enfin des formations sur le numérique, comme des cours de code, etc., gratuitement, à la fois pour des seniors, pour des personnes plus en difficulté, pour des enfants, etc. Donc là encore, ça nous permet vraiment de tisser le lien social local et de mettre à contribution nos malls pour apporter des services supplémentaires aux personnes qui vivent dans les zones de chalandise de nos centres. Autre exemple aussi, on travaille à la mutualisation du staffing de nos retailers. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les retailers, le staff, notamment, ou les restaurateurs d'ailleurs aussi. Le staff qui ne vient pas le matin alors que c'était prévu qu'ils viennent. Ça arrive assez régulièrement. Et donc l'idée, c'est de faire partager, notamment par exemple les bases de CV entre retailers, de faire partager aussi des gens qui seraient à mi-temps chez un retailer et qui pourrait faire son autre mi-temps chez l'autre retailer, et qu'on crée un esprit de solidarité aussi de ce point de vue-là entre les retailers. Et on travaille par exemple avec une start-up qui s'appelle Anjaro et qui travaille justement à la mutualisation des équipes. Donc voilà, ça ouvre plein de perspectives, ces nouveaux modes de travail, à la fois pour notre organisation interne, mais aussi pour toute l'offre qu'on peut proposer dans les centres. Et je terminerai, donc là je vous ai vraiment présenté le panorama des chantiers sur lesquels on travaille. Évidemment c'est un aperçu parce que je n'ai pas pu évidemment tous les couvrir, mais je terminerai par cette citation « Future is created by what you do today, not tomorrow ». Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé. Alors, j'entendais tout à l'heure, c'est la stratégie des petits pas. On commence, on rencontre pas mal de startups, on a enclenché un certain nombre de pilotes, on commence à déployer en Europe.
mais c'est en s'y mettant dès maintenant qu'on y arrivera pour 2084. Et donc, voilà, on serait ravis s'il y a des startups qui sont inspirées par ces thématiques que vous avez pu voir sur le parcours client, si elles sont partantes pour venir le co-construire pour qu'on soit prêt pour 2084. Elles sont plus que les bienvenues. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, Guillaume Créatis, SOS Culture. C'est assez intéressant l'expérience des hôpitaux. Qu'en est-il des seniors? Alors c'est une très bonne question. Et ça fait partie des cibles qu'on regarde de très près pour essayer de travailler au mieux et servir leurs besoins, parce que ça fait clairement... Nous, alors, c'est vrai que les centres de conversion, on traite toutes les cibles. Hein. On a vraiment tous les âges, toutes les catégories, couples, familles, etc. Et bien sûr, les seniors. Alors, on fait plusieurs choses pour eux. Les hôpitaux, ça peut leur... L'idée, c'est qu'à chaque fois, on se dit, quand on propose un service, est-ce qu'on peut aussi en faire bénéficier les seniors? C'est comme ça qu'on le fait, parce que comme on a beaucoup de cibles, l'idée, c'est d'avoir un service qui touche le plus grand nombre. Donc, par exemple, on organise... parfois des marches à pied spécifiquement pour les seniors. On va organiser un certain nombre de Simplon, typiquement. Ça s'adresse aussi beaucoup aux seniors en fait, qui ont envie de se mettre au digital, qui n'en ont pas forcément les moyens. Donc c'est typiquement ce genre d'approche qu'on fait pour les seniors. Donc parfois on organise des activités vraiment sportives dédiées pour eux. Les musées, évidemment, ça les concerne aussi, etc. Donc il y a des choses qui vont couvrir l'ensemble des cibles, dont les seniors, et il y aura des choses un peu plus spécifiques, comme des activités sportives, ou parfois il y a des clubs de seniors qui s'organisent localement, on leur propose de venir le faire chez nous, avec un petit déjeuner d'accueil. Il y a aussi beaucoup de choses locales qui s'organisent, et qui sont aussi des très belles opportunités d'innovation, très simples et pragmatiques, mais tout aussi efficaces. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour, Florent Gittiot, Weaver. J'avais une question sur la manière dont les centres accueillent cette politique d'innovation localement. En quoi ils freinent ou en quoi ils sont moteurs de ce que vous faites? Alors globalement, ils sont très moteurs parce que de se sentir associé à la stratégie de l'entreprise et de pouvoir y contribuer, en général, tous les salariés sont très partants. Après, il y a forcément des personnalités qui ont plus d'affinité avec l'innovation que d'autres, mais globalement, c'est un accueil très positif parce qu'ils se sentent acteurs de la stratégie de l'entreprise. Et pour donner un exemple très concret, je vais montrer l'exemple de Vertus au début. C'est une start-up grenobloise et ce n'est pas le groupe qui l'a sourcée, c'est le centre commercial de Grenoble Grand Place qui a trouvé cette start-up et qui l'a fait venir dans son centre. Donc voilà, ils sont non seulement très ravis d'être acteurs, mais en plus ils sont proactifs dans l'approche. Voilà. Merci beaucoup.